Vous l'aurez certainement remarqué, ces dernières années, le monde du jeu vidéo a pris un sacré tournant et a évolué à une vitesse folle. Il aura fallu seulement quelques années pour passer de la simple 2D à des graphismes 3D se rapprochant de plus en plus de la réalité. Cette évolution requiert de plus en plus de performance, obligeant les fabricants hardware à pousser leurs composants toujours plus loin. Mais à toute évolution, il y a une limite. Donc, que se passerait-il si les fabricants n'arrivaient plus à suivre? S'ils n'arrivaient plus à fabriquer des composants suffisamment puissants pour que nos machines tiennent le coup face aux nouveaux jeux? Tout ça, bien évidemment, en restant raisonnable, puisqu'en augmentant la taille, la consommation, la chauffe, on peut toujours faire mieux, mais encore une fois, il y a une limite. On ne peut pas retourner à l'époque où un ordinateur prenait une pièce entière. Eh bien, sachez que ce jour où nos machines seront dépassées par les jeux actuels risque d'arriver plus vite que vous ne le pensez. Je dirais même plus qu'il est déjà arrivé. Mais qu'une entreprise a trouvé la solution pour que nos PC et consoles puissent tenir le coup face à ces jeux de plus en plus gourmands. Cette entreprise, vous la connaissez, elle se nomme Nvidia. En 2018, lors du lancement des premières RTX, Nvidia a déployé au même moment une technologie nommée le DLSS. Elle aura pour but de contourner ces problèmes de performance et de permettre à nos PC de faire tourner des jeux de manière confortable qui, en temps normal, ne devraient pas performer dessus. Sur le moment, ça n'a pas convaincu grand monde car cette technologie est encore très jeune, peut-être pas assez développée, elle n'était clairement pas encore prête à impressionner les gens. Mais Nvidia n'ont jamais arrêté d'y croire, n'ont jamais arrêté de travailler dessus, et aujourd'hui, le DLSS a été poussé à un stade tellement élevé qu'on s'imagine mal faire sans sur certains jeux. Et l'idée d'augmenter les performances drastiquement seulement via du software était tellement bonne que les concurrents n'ont pas traîné à développer leur propre technologie. Et lorsqu'on parle du DLSS, il serait dommage de ne pas inclure toutes les autres technologies qui ont été développées par Nvidia, qui aujourd'hui ont créé un écosystème entier qui permet non seulement d'améliorer les performances en jeu, mais même de les rendre plus beaux. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ces nouvelles technologies, de leur utilité et surtout de l'importance qu'elles occupent aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, mais bien plus encore. Mes amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous signaler que cette vidéo est en collaboration commerciale. Vous l'aurez compris déjà avec Nvidia. C'est principalement de leur technologie qu'on va parler dans cette vidéo, mais il y a également deux autres partenaires, Asus ROG et Cybertech. Pour des raisons de transparence, je vous précise que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais j'ai reçu du matériel de la part de Cybertech. C'est l'un des plus grands monteurs de PC français. Ils proposent du PC déjà prêt à l'emploi ou alors du sur-mesure pour tous les budgets. Et il faut savoir qu'ils proposent non seulement de la customisation de water cooling, mais également de boîtier. Vous avez la possibilité en quelques clics d'ajouter une gravure sur votre vitre. Et j'ai donc reçu la 4090 en ROG Strix. J'ai également reçu la 4080 Super en ROG Strix. Les ROG, c'est vraiment le plus haut de gamme du secteur gaming d'Asus. J'ai ensuite reçu les 4070 Super et 4070 Ti Super, cette fois-ci en TUF. Ce sont également des cartes très fiables de chez Asus. Très bonne performance, très bon refroidissement. Et pour finir, la petite 4060 Dual qui, elle, est une carte un petit peu plus modeste. Bref, je pense que j'ai rien oublié. Si vous voulez en savoir plus sur ces cartes, sachez que j'ai sorti une petite vidéo il n'y a pas très longtemps qui vous explique un petit peu toutes les gammes, où elles se situent, à quel prix, pour qui. Donc voilà, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui vient de s'afficher juste ici. Et sur ce, on attaque maintenant le sujet principal de cette vidéo. Tout commence donc par l'introduction de cette technologie phare d'Nvidia, celle sur laquelle ils comptent le plus pour améliorer la qualité visuelle de nos jeux. Et pour preuve, l'appellation RTX fait référence à Ray Tracing. Et c'est là qu'on se rend compte qu'Nvidia ont depuis de nombreuses années de gros projets pour cette technologie. Le but du Ray Tracing est très simple. Reproduire la façon dont la lumière agit naturellement avec les objets pour créer des ombres, des reflets et également des effets de lumière réalistes. Car si vous pensez qu'il suffit de juste mettre un objet dans une scène 3D avec une lumière dessus pour obtenir un rendu réaliste, détrompez-vous. En réalité, la lumière se comporte de manière très complexe. Elle rebondit sur les surfaces, se reflète, se rétracte et interagit différemment selon les matériaux. Sans le Ray Tracing, dans les jeux vidéo, la lumière se contente de suivre des calculs simplifiés. Elle éclaire des objets de manière basique sans vraiment tenir compte des rebonds ou de la texture des matériaux. Les ombres et les reflets sont souvent peints ou simulés avec des techniques approximatives, ce qui donne des effets moins réalistes et parfois très statiques. Les jeux paraissent lumineux, certes, mais manquent de cette profondeur visuelle qu'apporte le Ray Tracing en capturant les interactions naturelles de la lumière. Alors que le Ray Tracing s'attache à simuler tous ces effets pour que chaque rayon de lumière soit calculé avec précision, ce qui donne des reflets fidèles, des ombres douces et des éclairages dynamiques qui rendent les scènes bien plus immersives et proches de la réalité. Pour faire simple, bien qu'on ait su apprécier les jeux vidéo pendant toutes ces années sans trop se poser de questions, pour la plupart de ceux qui intègrent le Ray Tracing aujourd'hui, lorsqu'on l'active pas, ils paraissent beaucoup plus plats et perdent ce côté photoréaliste. On va en rester là avec cette techno pour le moment, mais sachez que le Ray Tracing a connu une évolution assez grosse il y a quelques temps et est désormais bien plus abouti.
Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous devez vous douter que infliger autant de calculs à notre carte graphique, ça la fait un petit peu suer, et ça, c'est pas en l'avantage du ray tracing. À quoi bon avoir de beaux graphismes avec de belles lumières si au final on retombe à 20 fps? Chaque rayon de lumière qui traverse la scène doit être tracé, rebondir sur les objets, interagir avec les textures, et cela plusieurs fois par image. Est-ce que vous arrivez à imaginer que la carte graphique doit pouvoir calculer toutes ces choses sur au minimum 60 images par seconde? En gros, elle doit calculer chaque rayon de lumière et chaque interaction que ça va avoir avec tous les objets, les textures, les matériaux à chaque instant. Une carte graphique en est tout à fait capable, mais ça reste un travail colossal. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, nos cartes graphiques ont leurs limites. Déjà, pour que ce soit possible, les cartes graphiques ont besoin d'RT Core, qui sont les unités qui sont dédiées à cette tâche. Ils sont apparus avec la première génération de RTX, c'est la raison pour laquelle le ray tracing n'est pas compatible avec les GTX. Malgré ça, le travail demandé à la carte graphique était toujours titanesque. Nvidia avait donc plusieurs solutions à cela. La première, augmenter le nombre de RT Core, mais c'est pas si simple. En mettre davantage aurait eu plusieurs conséquences, notamment une consommation plus élevée, influant grandement sur les températures de la carte graphique. Il y aurait également eu des coûts de production supplémentaires pour Nvidia, et donc ça aurait élevé encore le prix de nos cartes graphiques. Et puis surtout, ça n'arrangerait pas le problème des hautes résolutions, à moins peut-être de sortir des cartes graphiques valant 12 000 € et pouvant monter jusqu'à 286 degrés, quelque chose comme ça. La solution ne devait donc pas être matérielle mais logicielle. Elle existe déjà, elle est présente dans pratiquement tous les nouveaux jeux qui sortent, et elle se nomme le DLSS. Le DLSS, de son vrai nom, Deep Learning Super Sampling, ou super échantillonnage par apprentissage profond. Lors de son arrivée en 2018, le DLSS a été associé à deux choses, Ray Tracing et 4K. Car à ce moment-là, jouer en 4K avec le Ray Tracing activé, c'était presque impensable, même pour une 2080 Ti qui était la carte la plus haut de gamme de l'époque, à moins que vous n'acceptiez de retomber à 30 ou 50 FPS. C'est pas mal 50 FPS, hein, mais quand on paye une carte à ce prix-là, quand on s'achète une carte graphique très haut de gamme, c'est pas pour jouer avec 50 FPS. Cependant, cette technologie n'était pas encore tout à fait au point, et en l'échange de quelques FPS supplémentaires, on devait sacrifier la qualité graphique de nos jeux. Peut-être est-il juste sorti trop tôt, mais rassurez-vous, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le DLSS est depuis lors passé en version 3.5, il a bien évolué et surtout, il intègre à présent de nouvelles technologies qui le rendent enfin utilisable sans devoir empiéter sur les graphismes. Et pour vous le prouver, on va faire un petit test. Si je mets ces deux images du même jeu l'une à côté de l'autre, êtes-vous capable de me dire sur laquelle des deux est activé le DLSS? La résolution et la qualité sont au même niveau sur les deux images, et la carte graphique utilisée est également la même pour les deux. Eh bien, avant de vous donner la réponse, laissez-moi juste vous expliquer de quoi est composé le DLSS et comment il fonctionne. On a tout d'abord Super Resolution, qui est le cœur même de cette technologie. Elle permet de rendre une image à une résolution plus basse, puis d'appliquer des modèles d'intelligence artificielle pour reconstruire cette image à une résolution plus élevée. Elle rajoute ensuite des détails et des contours nets, tout en réduisant la charge de travail pour le GPU. Ça s'appelle de l'upscaling et c'est pas vraiment nouveau, c'est juste que ça a beaucoup évolué entre temps. C'est un petit peu comme si je prenais une image et que je l'étirais à fond. Elle sera certes plus grande, mais la qualité va fortement être dégradée. Et c'est là qu'intervient le deep learning. De manière intelligente, le DLSS va lisser l'image, va compléter les trous, c'est-à-dire rajouter des pixels où il estime qu'il n'y en a pas assez, histoire de rendre l'image plus détaillée, et le tout en temps réel, image par image. Donc en gros, si vous affichez 120 images par seconde, le DLSS va devoir le faire sur 120 images par seconde. Est-ce que vous vous rendez compte de la charge de travail en une seule seconde? Dit comme ça, c'est terrifiant, ça fait peur. L'idée va donc être de demander à la carte graphique de lire moins d'images sur le moment pour alléger un petit peu la charge de travail, mais pour que vous ne perdiez pas en fluidité, elle va en générer d'autres, et c'est là qu'intervient le frame generation. Cette technologie génère des images supplémentaires en utilisant l'IA pour insérer des images intermédiaires entre deux images réelles. Cela rend l'animation plus fluide et permet d'augmenter les performances en créant des images sans que le jeu n'ait besoin de calculer chaque détail de chaque image. Frame Generation est arrivé en même temps que le DLSS 3, soit en même temps que le RTX 4000. Et désormais, le DLSS a été porté en version 3.5. Et ces nouvelles versions intègrent le Ray Reconstruction. Il améliore la gestion du Ray Tracing, les ombres, reflets et effets de lumière plus complexes. Également, il remplace les filtres traditionnels par une IA plus intelligente qui analyse les informations lumineuses pour rendre les effets de lumière plus réalistes. Cela permet d'avoir des éclairages plus naturels sans ajouter de charge excessive à la carte graphique. Super Resolution est donc là pour agrandir l'image à la résolution souhaitée en essayant de perdre le moins possible en qualité. Frame Generation est là pour générer des images qu'il va intercaler entre celles déjà existantes pour créer cette fluidité que l'on recherche dans les jeux vidéo. Et Ray Reconstruction, c'est tout simplement la petite note finale du DLSS qui va embellir vos jeux vidéo et donc les rendre plus beaux. Et voyez, tout ça, tout ce processus, c'est ce qui est appliqué par le DLSS dès lors que vous l'activez sur chaque image par seconde. Mais avant de continuer, revenons à notre test de tout à l'heure.
Dans cette partie, le DLSS était présent sur l'image de gauche. En se concentrant, on pourrait voir pourquoi, mais croyez-moi en jeu, vous n'avez pas vraiment le temps. Et sur cette partie, le DLSS est appliqué sur la droite. Alors certes, si on s'attarde un petit peu sur l'image et qu'on zoome dessus, on peut entreapercevoir quelques petits éléments qui ne sont pas totalement corrects par moment. Mais encore faut-il avoir l'œil et s'y attarder, car je suis certain que même avec cette image sur pause, certains n'arriveront pas à trouver de grosses différences. Mais en jeu, en mouvement, il est beaucoup plus difficile de distinguer toutes ces petites choses, ces petites anomalies. Le jeu est tout aussi beau et pourtant, on bénéficie de pas mal d'FPS en plus. Forcément, il y a un débat qui vient avec tout ça. Le jeu n'est plus natif. On joue avec des résolutions inférieures qui sont upscalées et qui sont trafiqué, on va dire, pour avoir ce résultat. Mais le problème, c'est que obtenir ce même résultat en ayant des résolutions natives, ça demande beaucoup trop de puissance. Est-ce qu'on est réellement capable de construire des cartes graphiques qui font cette taille-là, qui ne surchauffent pas et ne coûtent pas 10 000 €? Certes, en voyant tout le traitement qui est appliqué sur les images pour avoir ce résultat, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu trafiqué, qu'on se fait rouler, mais finalement, qu'importe si le résultat est là. Ce n'est certes pas du natif et ça ne le sera jamais, c'est de la reconstruction, mais si on a un résultat qui est très similaire, voire comme j'ai dit équivalent, ça me va. Mais maintenant qu'on sait ce que c'est, lâchons un petit peu le DLSS pour l'instant, même s'il est d'autant plus important lorsqu'il est couplé à la techno dont je vais vous parler maintenant. Il faut savoir que jusqu'à l'arrivée de toutes ces technologies qui composent le DLSS, il était encore impossible de faire du ray tracing complet, c'est-à-dire du ray tracing qui simule absolument tous les effets lumineux possibles dans une scène 3D, ou dans un jeu si vous préférez. Les exigences étaient beaucoup trop hautes et si on n'avait pas toutes ces technologies, ce serait impossible et beaucoup trop gourmand pour nos cartes graphiques. Mais aujourd'hui, on peut enfin prétendre à un ray tracing complet, bien qu'il ne soit pas encore disponible sur tous les jeux, il existe et il se nomme le path tracing. Grâce à des années d'expérience et à l'évolution des réseaux neuronaux, le ray tracing est aujourd'hui arrivé à sa forme complète. Les réseaux neuronaux, c'est un petit peu comme des mini-cerveaux numériques. Ils fonctionnent en analysant des tonnes de données pour apprendre à reconnaître des motifs et prendre des décisions. Dans les graphismes de jeux vidéo, ces réseaux sont utilisés pour prendre les images les plus belles sans tout calculer en détail. Par exemple, ils savent deviner les zones floues et réduire le bris sans qu'on ait besoin de lancer des calculs lourds. Grâce à ces réseaux neuronaux, on peut donc obtenir un rendu ultra réaliste tout en économisant de la puissance de calcul, ce qui rend les technologies comme le ray tracing et le path tracing encore plus accessibles. Et grâce au path tracing, il est donc maintenant possible de simuler chaque rayon de lumière, chaque interaction qu'il va avoir avec l'environnement dans un jeu, et ce de manière individuelle et complète, rendant nos jeux encore plus beaux. Le DLSS 3.5 est donc indispensable pour la bonne exécution du path tracing tout en conservant un taux de FPS assez conséquent. C'est notamment grâce au path tracing que des jeux comme Alan Wake 2 ou encore Cyberpunk sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des jeux magnifiques voire photoréalistes. Mais pour que tout puisse fonctionner de manière optimale, il manque une pièce au puzzle. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, votre PC doit effectuer un nombre de calculs astronomiques pour effectuer toutes ces tâches. Que ce soit le ray tracing, le path tracing ou encore le DLSS 3.5 qui inclut Super Resolution, Frame Generation et Ray Reconstruction. Toutes ces choses demandent non seulement énormément de ressources à votre machine, mais en plus de ça, ils demandent de les faire vraiment sur l'instant, sur le moment. Et forcément, PC ou non, plus les tâches vont s'accumuler, plus il va y avoir de la latence. Bah oui, il faut quand même un petit peu de temps pour effectuer toutes ces choses, même si ça se compte en millisecondes, bah elles existent. Et plus on accumule les millisecondes, plus le temps de latence va être conséquent. Et quand on parle de latence dans un jeu vidéo, on parle du délai qu'il va y avoir entre l'action et l'affichage. Si votre latence est de 20 millisecondes, lorsque vous allez effectuer une action en jeu, il faudra autant de temps pour qu'elle s'affiche à votre écran. Et ça, bah, c'est un problème mine de rien. Mais évidemment, Nvidia y ont pensé et ont créé une solution. Et cette solution, on l'appelle Reflex. Comme je viens de vous l'expliquer, Reflex est donc là tout simplement pour éliminer un maximum la latence qui va être créée par toutes ces interactions. Dès que vous allez effectuer une action en jeu, il y a toute une série d'étapes qui vont se succéder jusqu'à ce que ça arrive à l'écran. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle la queue de rendu. Et bien le boulot de Reflex, ça va être tout simplement de faire sauter cette queue de rendu. C'est un petit peu comme si vous alliez faire les courses au supermarché et que entre vous et la caisse, il y a une file énorme et que Reflex arrive et dégage tout le monde pour vous laisser passer. C'est plutôt sympa, non? Et vous voyez, ce qui est fascinant, c'est que ces technologies ont commencé à arriver il y a 6 ans, avec le DLSS et le ray tracing en premier, et que même si ça pouvait paraître révolutionnaire, même si ça pouvait paraître prometteur mais sans plus, il y avait encore pas mal de défauts qui laissaient se poser beaucoup de questions. On se demandait si c'était pas juste une phase dans laquelle passait Nvidia et qu'ils allaient finir par lâcher l'affaire au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et non seulement 6 ans plus tard on y est encore, mais en plus de ça, ça paraît être devenu indispensable. Il y a des jeux sur lesquels vous ne pouvez pas désactiver tout ça parce que sinon il ne tournera pas correctement. Évidemment on parle pas forcément du ray tracing, il y a des gens qui préfèrent privilégier le nombre d'images à la qualité d'image, parce que même si le ray tracing et le path tracing ont fait un bond énorme et qu'aujourd'hui on peut conserver quand même beaucoup de FPS
FPS en les activant, et il y a des gens qui préfèrent tout simplement avoir un rendu beaucoup plus fluide, notamment sur les jeux où il faut vraiment une grosse réactivité comme les FPS. Mais sur certains jeux, comme Black Myth Wukong que je vous ai montré, le DLSS n'est même pas désactivable. Et qu'on parle d'une qualité trop haute ou d'un manque d'optimisation, peu importe, puisque au final, il est là et ça le fait tourner, ça le fait fonctionner. Si un studio n'est pas capable d'optimiser correctement un jeu pour X ou Y raison, le DLSS vient le sauver et nous permet quand même d'y jouer confortablement. Et sur d'autres qui sont mieux optimisés mais beaucoup plus puissants, il fait ses preuves et c'est tout ce qui compte finalement. Donc j'ai envie de dire que les technologies comme le DLSS sont devenues primordiales aujourd'hui, surtout si vous voulez jouer dans de hautes résolutions. Après, pour le ray tracing, le path tracing, ce sont des ajouts, des suppléments si vous voulez quelque chose de vraiment beau, même si bien entendu, rien ne vous y oblige, c'est pas indispensable dans un jeu. Mais à une époque où les jeux vidéo ont atteint un certain niveau d'animation, de fluidité, un rendu 3D qui est de plus en plus proche de la réalité, grâce à l'expérience et aux techniques dans les modélisations 3D qui évoluent, grâce aux moteurs graphiques qui évoluent également, le jour où toutes ces choses vont arriver à leur limite du réalisme, qu'est-ce qu'il faudra de plus pour rendre les jeux encore plus beaux et réalistes? La fluidité, la lumière, la réflexion, les ombres, la profondeur, tout ce qui va en fait avec le ray tracing et son écosystème. Évidemment, à ça aussi, il y aura une limite un jour, hein, on arrivera au summum du réalisme, on arrivera à peut-être quelque chose de vraiment similaire à ce qu'on est dans la réalité. Là, malheureusement, il y aura plus grand chose à faire, on ne pourra pas réinventer la physique, on ne pourra pas réinventer la réalité. Mais on n'y est pas encore, même si toutes ces technologies nous permettent de nous en rapprocher de plus en plus. Moi, en tout cas, ça me fascine. Je suis passé par plusieurs étapes lors de l'arrivée de ces technologies. Je me suis d'abord laissé émerveiller comme tout le monde, hein, c'était nouveau, puis j'en ai un petit peu vu la limite sur le moment. Ensuite, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est normal d'avoir des technologies qui semblent aussi détachées du jeu vidéo, qui ne semblent pas être directement intégrées, mais plutôt être sorties d'NVIDIA, des cartes graphiques? Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était un petit peu le cas pour tout ce qui arrivait. Ça a toujours été comme ça jusqu'à ce que naturellement les jeux les intègrent et que les gens les acceptent. Et aujourd'hui, en voyant le cheminement qu'ont pris NVIDIA jusqu'où ils sont arrivés, je me rends compte que tout était un petit peu calculé, prévu, même si eux-mêmes ont dû avoir des surprises qui les avaient prendre des directions peut-être pas prévues, mais qui ont permis de pousser tout ça jusque-là. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos surprises avec eux. L'important dans l'évolution, c'est que les choses se créent et avancent. Et moi, la question que je me pose en ce moment, c'est quel est votre avis là-dessus? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me lâcher vos impressions. Pour ma part, j'ai adoré faire cette vidéo. Si elle vous a plu également, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me suivre pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.